Bonjour et bienvenue dans De l'écrit à l'écran, le podcast qui ce mois-ci va analyser au microscope une œuvre littéraire qui a décidé de se faire une toile pour finalement l'exploser à grands coups de dynamite et le finir au kérosène allumé au lance-flammes. Pour m'accompagner dans cette tâche ardue, je suis rejoint par mon équipe de téméraires explorateurs. Salut Delphine. Salut. Si tu permets, j'ai une petite question. Je t'écoute. Une question importante. Ça concerne tes derniers examens sanguins. Ok. Est-ce que tout va pour le mieux ? Oui, mon taux de fer est bien remonté. Ouais, merci. Pas d'abus de datura ? Non. Plus simplement, es-tu bien sûr d'être toi-même ? Ça dépend des jours. Apparemment, il y a des spectres dans la salle, donc... Ah, je comprends. Petite private joke. Ouais. Salut Thierry. Salut. Je vois bien que tu as prévu la doudoune et les lunettes de protection pour éviter que les reflets du soleil sur la neige ne viennent te brûler les yeux. Pour autant, peux-tu nous affirmer que tu ne vas pas tenter de nous amalgamer durant ce podcast ? Ouh. Alors, personnellement, je ne m'engage que sur des promesses que je suis sûr de pouvoir tenir. C'est beau. J'aime bien parler. Il nous a rejoint aussi ce jour, notre maestro de la mixette, le magicien du montage, celui qui arrive à transformer nos informes en profonde réflexion sur le sens de la vie. Il est aussi, et avant tout, celui qui a composé notre formidable générique, nos différents jingles et autres ambiances sonores. Salut Terry, comment tu vas ? Je vais très bien, tu me prends au dépourvu, c'est pas cool, mais c'est très gentil, merci. Je suis content d'être là, je suis content de faire partie pleinement de l'équipe. Et j'espère qu'on va bien continuer, bien s'amuser, et je suis pas très doué pour parler à l'improviste. Mais merci en tout cas de ta reconnaissance, de votre confiance, et voilà, je suis content d'être là. Merci. Eh ben, merci à toi d'être parmi nous. Par contre, si ça ne t'embête pas, je sais bien qu'une profonde suspicion règne parmi nous, mais si tu pouvais poser cette hache dont tu nous menaces tous, ça serait pas plus mal. Ah, je suis désolé, je la transporte partout avec moi, c'est un réflexe, je suis un peu parano, voilà, puis je suis bûcheron à mes heures perdues aussi. Donc, D'accord, mais garde-la à portée de main, pas de souci. je note. Je serai toi, je me méfierai surtout de Thierry, il est fourbe. Fourbe, moi ? Jingle. Vous l'aurez sans doute compris, ce mois-ci, nous allons nous atteler à une œuvre phare de la SF, La Chose, de John W. Campbell et de son adaptation au cinéma par John Carpenter. Thierry, c'est toi qui as choisi l'œuvre du mois. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce que le tout premier film, c'est le premier film de SF que j'ai vu. Je vais pas raconter ma vie, mais à la maison, le film commençait à 20h30, 21h30, il fallait qu'on soit au lit. Et là, j'ai dépassé franchement l'heure limite. Voilà, c'est un film qui m'a impressionné. Plus tard, j'ai découvert la nouvelle de John Campbell. Et puis, je crois que c'est peut-être un des textes qui a fait naître ma passion de la science-fiction. Alors donc, comme on va le faire à chaque fois dans ce merveilleux podcast, on va procéder un peu dans l'ordre. Donc on va donner notre avis sur cette nouvelle. Et on va commencer, comme on est gentleman, par madame. C'est un peu sexiste, mais ok. Ok, Alors... donc on commence par le plus âgé. Non, excuse-moi Delphine, mais en fait, en général, ce que je fais, c'est que j'essaye de te faire commencer d'abord, et après, sur le film, on donne nos avis, je fais commencer par Thierry, histoire de ne pas être complètement sexiste. Ça marche, bon. Mais Alors... si tu veux, on inverse. Non, mais c'est bon, je vais donner mon avis. C'est très gentil, merci beaucoup. Alors, je détaillerai plus au fil du podcast, mais globalement, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle et je la recommande. Est-ce que ça te va comme avis ou tu t'en étouffes? On m'a demandé d'être concise, il faut que je précise, je me fais censurer sur le podcast. Bon bah Thierry, ton avis? C'est une des meilleures nouvelles de science-fiction de tous les temps. Elle n'a pas pris une ride, bien qu'elle ait été écrite en 1951, si je me rappelle bien. Avant. Et... Alors moi j'ai noté 38. 38, oui, très juste, très juste, oui, 38. Heureusement que c'est Thierry le spécialiste. Ah, mais il a beaucoup de dates à retenir. Ouais, il peut prendre des notes aussi. Ouais, bon, c'est bon, je me casse.
C'est tout ce que vous avez à dire sur votre avis, monsieur? Oui. D'accord. Et toi, Maxime? Alors moi, écoutez, j'ai trouvé ça pas mal. C'est sympa, c'est bien écrit. Non, c'est une très bonne lecture, ça se lit d'un coup d'un seul. C'est comme une bonne bière, quoi, ça se déguste. Bizarrement, c'est pas de la SF à papa, alors que c'est vraiment une période de SF à papa, quoi. Maintenant, Thierry, puisqu'on a fait les avis, courts mais brefs, il paraît que c'est de ma faute, puisque j'engueule les gens pour qu'ils fassent des avis courts mais brefs, tu vas nous faire un petit résumé. La nouvelle raconte la découverte en Antarctique par un groupe de chercheurs d'un artefact extraterrestre à l'intérieur duquel il y a un corps. Les membres de l'expédition ramènent ce corps dans leur base et la chose qui était gelée, après un séjour de plusieurs siècles dans l'Antarctique, on peut le comprendre, va se réveiller. Petite précision utile, et non des moindres, cette chose a la capacité de dupliquer quasiment à la perfection toute forme de vie. Donc l'équipe de chercheurs va se retrouver dans une ambiance où, tout comme autour de cette table, ils ne sont pas vraiment sûrs de qui est réellement lui ou elle. Surtout elle. Merci pour ce résumé, qui est un résumé. Je le prends un peu personnellement. Oui, tu te sens visé. C'est pas pour rien. Merci donc pour ce résumé, Thierry. Maintenant, Comme c'était un peu court, je propose d'en rajouter. Parce que j'ai à peu près 3 pages de résumé. Non, mais tu as vraiment des éléments à rajouter sur le résumé? Non, c'est juste que la chose a 3 yeux rouges et une chevelure semblable à des vers. Et que c'est à peu près la seule description qu'on a En effet. dans le livre, en tout cas. C'est vrai, c'est bien vrai. C'était bien de le dire. Oui, c'était important. N'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord. Thierry, on va encore revenir vers toi. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de l'auteur, de son œuvre et remettre un peu en contexte tout ça, s'il te plaît? Oui, je le peux. Alors, John William Campbell est né en 1910. Et puis il est mort en 1971, ça, à la limite tout le monde s'en fout. Non, parce qu'en fait il est mort super jeune. Super jeune, Ouais. à 61 ans et de manière brutale. D'accord, alors je savais pas comment, mais j'ai vu qu'il était mort jeune, alors que je pense qu'il aurait pu apporter un peu plus sa contribution encore. Oui, Ouais. alors effectivement, alors il est un petit peu à part des autres auteurs de SF de cette époque, Monsieur Campbell. C'était un écrivain de space opéra au début. Et puis qui n'a pas eu vraiment beaucoup de chance parce que les nouvelles qu'il signait de son vrai nom n'ont pas rencontré un franc succès, alors que celles qu'il signait du pseudonyme de Don A. Stewart, elle était vraiment appréciée et plébiscitée par les lecteurs de l'époque. Il faut dire qu'il se réservait le pseudonyme de Don Stewart pour ses histoires les plus ambitieuses. Sous son vrai nom, il écrivait vraiment du space opéra de papa. La chose, Who Goes There, titre original, c'est vraiment... il a suffi de celle-là pour que tout de suite on dise John W. Campbell, il est costaud. Et ça l'a un petit peu desservi en tant qu'auteur, parce que là, on lui a proposé de diriger des pulps. Donc les pulps, qu'est-ce que c'est? C'était les magazines bon marché dans lesquels paraissait toute la production SF, fantastique, policière, américaine dans les années 30-40. Lui, il publiait dans Astounding Stories, mais en 1937, on lui a proposé de reprendre le poste d'éditeur de la revue, ce qui a marqué quasiment la fin de sa période d'écrivain. Il est l'éditeur qui a quand même fait connaître Isaac Asimov, Robert Heinlein, Robert Silverberg, pour ne citer que ceux-là. Il avait la réputation d'être assez difficile dans ses choix. Par contre, il a fait un truc qui était vraiment super sympa. Il faut savoir que les pulps, à l'époque, les couvertures, les dessins de couverture de pulp, étaient achetés par l'éditeur longtemps à l'avance. Et voilà. Elle servait d'illustration de couverture, mais il n'y avait vraiment pas de lien avec le contenu du pulp.
Et Campbell a été le premier à filer des illustrations achetées il y a des mois, voire des années, à des auteurs en leur disant Coco, tu vas m'écrire une nouvelle qui s'inspire de cette illustration. Donc voilà, petit commentaire sur Monsieur Campbell. Il a constitué la principale force que la SF ait jamais connue, et pendant les premières années de sa fonction de rédacteur en chef, il a dominé complètement le domaine. Voilà, ça c'est un témoignage de Isaac Asimov concernant John W. Campbell. Sympa, Isaac. Ouais, enfin ils sont brouillés un petit peu après. Oui, mais bon, après, c'est des choses qui arrivent. Hein. Tout à fait. Mais du coup, il a connu le succès de son vivant, on est d'accord. Ah oui, tout à fait. Oui. Mais autant en tant que rédacteur en chef que... Enfin, plus en tant que rédacteur en chef qu'en tant que... Son nom était qu'en tant plus qu'écrivain. connu finalement dans le milieu littéraire que du grand public. Voilà. La chose, Who Goes There, à l'origine, était une novella beaucoup plus longue qu'il a décidé de raccourcir pour la publier. Il a, d'après la légende, parce que je n'ai pas eu le manuscrit original, il aurait quand même supprimé 60 pages. Mais la nouvelle longue, ils l'ont retrouvée il n'y a pas longtemps, Oui, c'est ils ça l'ont retrouvée il n'y a pas longtemps dans des conditions rocambolesques, en fait, dans un carton, dans son grenier, qu'il l'avait laissé là en disant je veux pas que ce soit publié. Quand donc on l'a l'a lit, quand même publié. Bon, quand on la lit, on se dit ouais, effectivement, quand même, la nouvelle est franchement plus efficace que la novella. Ok. Donc c'est la preuve que c'était un bon éditeur, il savait où est-ce qu'il fallait couper aussi, quoi. Il se l'appliquait à lui-même. Ouais. Vous avez d'autres choses à ajouter ? Non, je pense que la biographie... Enfin si, il y a plein d'autres petits détails sur la vie de John W. Campbell, mais bon, c'est des détails croustillants. Oui, justement. Donc je... tu ne te permettras pas de les aborder. Un peu de pudeur. Moi j'aimerais bien savoir. Mais c'est mon côté... Il m'a fait promettre de pas le dire. Bon, si je te rappelle que Terry a dit au début qu'il y avait des spectres dans cette pièce. D'accord. Oui, enfin, si tu écoutes tout ce que Terry dit... Il est pas dans la merde. C'est surtout qu'il vient de reprendre sa hache. Excusez-moi. Terry pose cette hache, on t'a dit. Juste pour finir, il a publié à peu près combien une idée, hein? Alors, c'est question piège. Je vais faire appel à ma mémoire. Je dirais qu'il a fait publier entre 15 et 20 nouvelles. D'accord, donc c'est vraiment une œuvre qui est très très limitée très, à l'échelle surtout du bonhomme et tout à de fait. l'époque. Quoi. Mais je crois en 1955, quand l'éditeur Présence du Futur a sorti Le ciel est mort. Le ciel est mort. Le ciel est mort. Voilà, Le ciel est mort. Il y avait vraiment, je crois qu'il y a 6 nouvelles dedans. Il y a vraiment ce qu'il faut retenir de l'œuvre de Campbell. Bon, merci pour cette présentation de l'auteur de cette œuvre. Alors, avant qu'on passe au style littéraire, je voudrais juste qu'on aborde très rapidement un petit détail. On s'est amusé en fait à comparer les deux traductions. Donc la traduction d'époque, on s'est juste amusé à le faire un peu avec le début, effectivement. Et donc on a comparé et les deux traductions et surtout avec le texte original. C'est vrai que la première traduction, je pense Thierry, tu seras d'accord avec moi, pour le coup, elle donne ce côté SF de papa, alors qu'effectivement, quand on lit la dernière traduction, c'est là où on trouve toute cette modernité avec une écriture qui est même crue en fait. Et c'est vrai que sur la première traduction, donc dans l'édition de Noël, en présence du futur, pardon. Ouais, c'est beaucoup plus. Je trouve pas le mot. Édulcoré. Merci Delphine. Je t'en prie. C'est édulcoré et chewing-gumisé. C'est très étiré. Ça fait de la phrase, quoi, pour un truc où juste, si tu vois, ils font vraiment... Ok, donc en fait, la nouvelle version a vraiment modernisé l'écriture. En fait, moi, je trouve Elle date de quand, la dernière traduction ? 2020. Mais en fait, il me semblait qu'elle était super récente. Ce qui m'a assez étonné, enfin, ce qui nous a assez étonné, il me semble, c'est qu'en plus, c'est vrai que, justement, moi, j'étais surpris par ce style que je trouvais très moderne. Et j'en parle avec Thierry, qui n'avait pas encore eu l'occasion de rejeter un coup d'œil à la première traduction. Et il me disait, je ne sais pas si justement, c'est pas à la nouvelle traduction, comme ça se fait, si j'ai bien compris, comme tu me l'as expliqué, qu'ils ont un peu modernisé le texte.
Et c'est en comparant justement avec le texte original, enfin en version originale, qu'on s'est rendu compte que non, c'était pas tellement ça. C'est juste qu'en fait, ils ont bien traduit. Tout à fait. Alors, en y réfléchissant un petit peu après notre petit jeu de comparaison des traductions, j'ai des gens, je paye des gens très chers pour qu'ils le fassent pour moi. Je comprends. Alors, je vois pas pourquoi je perdrais mon temps à le faire. Bon, non, la première traduction date de 1955 et dans une collection qui éditait pour la première fois en français des auteurs de SF à papa. Et je pense que le traducteur a essayé de mettre dans la ligne éditoriale. De mettre dans la ligne éditoriale de ce qui se faisait avant, quoi. Il fallait pas que ça prenne le public français à contre-pied. Donc Delphine. Du coup, au niveau de la nouvelle, c'est une nouvelle, donc forcément c'est un format assez court. Et en plus, c'est une nouvelle découpée en plein de petits chapitres. Si j'ai bien noté, il y en a 14. Et ce sont des chapitres à chaque fois très courts. Je sais plus combien de pages fait le livre, mais 115 je crois. 119. 119. Donc c'est quelque chose qui se lit très vite, on est tous d'accord. Et chaque chapitre apporte un élément, c'est assez boum boum. Voilà, on traîne pas trop. Qu'est-ce que tu entends par boum boum? Assez rapide, plein d'actions, plein de feux, emojis qui explosent, tu vois. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Ouais, merci. Donc de rebondissement, voilà, c'est ça voilà, il y a des rebondissements. Ça, c'est le terme technique, ouais, c'est un terme technique un peu plus ouais. Merci. Mais je t'en prie. Alors moi je trouve quand même que même si on vient de dire que c'était une nouvelle au départ plus longue qui a été raccourcie, je trouve qu'il y avait matière à faire vraiment un roman. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont été élaguées ou qui n'ont jamais été écrites d'ailleurs peut-être, mais qui manquent un peu. Je sais pas si vous avez eu ce ressenti, mais je trouvais qu'il y avait pas mal de facilité de la part de l'auteur. Voilà, les choses sont comme ça, il les explique pas. J'ai un peu mis ça sur le dos de l'époque en fait. Oui, je pense aussi que c'était un peu moins, c'est possible. On cherche pas tellement non plus à un moment, on raconte quoi. Puis on raconte. Oui, c'est vrai que ça avance quoi. La psychologie des personnages, elle y est pas du tout. Alors c'est pas qu'elle y est pas du tout la psychologie des personnages. J'ai trouvé qu'ils étaient bien caractérisés. Alors c'est pas la psychologie, je suis d'accord, mais ils sont bien caractérisés dans ce roman. On les voit, c'est un roman. Oui, en tu fait, les vois physiquement, mais psychologiquement, moi psychologiquement, en fait, il y a un truc qui m'a vraiment gênée, c'est qu'on est sur un huis clos. Duquel finalement personne ne veut sortir parce que leur plus grande peur c'est de contaminer le reste du monde, mais du coup humainement ces gens ont bien une famille, personne n'essaye de contacter ses proches, personne se dit moi en fait j'ai envie de m'en sortir, tant pis pour les autres. Enfin, j'imagine qu'au milieu de toutes ces personnalités, ils sont quand même une trentaine. Il y a bien une destruction des appareils de communication. Oui, c'est celui qui pète un plomb là, qui flippe. C'est Blair, c'est ça, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais. C'est le premier d'ailleurs, celui qui voulait absolument étudier la chose alors que les autres étaient là non, c'est un peu flippant ton truc. Lui il était là si. En fait quand la chose s'est relevée, c'est le premier à avoir vrillé. Mais voilà, je trouve que ça a un peu manqué. En fait, j'avais l'impression de lire un peu un scénario de film. Alors pour le coup, c'était génial parce que c'était très visuel, mais j'avais l'impression de devoir compléter moi-même ce qui manquait. Est-ce que ça vous l'a fait aussi? Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, est-ce que c'est pas un peu un truc de l'écriture américaine, ça, quand même, d'avoir cette capacité d'être très dans le descriptif et ça veut tout dire, hein, ça veut tout et rien dire ce que je dis là, mais on est c'est lecture très visuelle, et d'être beaucoup moins dans l'introspectif. Ce qui a vraiment appuyé ce roman, c'était l'aspect scientifique. Alors, je sais pas si c'est plausible, si quelqu'un qui travaille vraiment très spécifiquement la science peut lire ce roman en se disant bah oui, tout est possible. Un sachant, tu veux dire? Un sachant, quelqu'un, tu vois, de très lettré. Lettré. Un lettré. De très culturé. Il est quand même basé sur des données scientifiques qui remontent aux années 30. Oui, mais du coup, quand on le lit, on se prend une telle masse d'informations scientifiques que ça nous perd presque un peu et on se dit ça doit être vrai du coup, puisque le monsieur le dit. Je pense qu'il y a un vrai jeu là-dessus avec toutes les histoires de permafrost où est-ce que j'ai lu ça justement en fait. Oui, il est très basé sur les études de l'époque, et notamment, tu sais, il cite pas mal les mammouths décongelés qu'on commençait à découvrir vraiment à l'époque, et c'est des données en fait
fait, aujourd'hui, on a un regard avec le recul et les avancées technologiques qui font que ce qui pouvait se dire à l'époque, aujourd'hui, est juste une aberration pour nous. Mais en fait, je pense qu'à l'époque, oui, je pense qu'il disait pas que des conneries. Non, d'autant que Campbell avait fait des études scientifiques et il a raté l'équivalent actuel du master de physique à cause de l'épreuve d'allemand. Ah oui, ça n'a rien à voir. Voilà. Voilà, encore une fois, hein, comme quoi, quand il s'agit de foutre le bordel, les Allemands, hop, on la coupera pas celle-là. C'est une nouvelle américaine, Max. Ah, c'est pas grave. Je vois pas ce que les Allemands viennent faire là, mais... Bah, excuse-moi, 38 en plus. 31. 31, bah c'est... Oui, ça commence. Voilà, tu vois, on était quand même sur une période... C'était très intéressant ce que tu disais, Delphine. Et je voulais rebondir moi aussi sur la caractérisation des personnages. Oui. C'est que si on regarde bien, ils caractérisent chacun de ces personnages de deux façons différentes et jamais les deux en même temps. Soit on a le nom et que le nom du personnage, soit on a une fonction, un métier. Tout à fait. Et ce qui est facile parce qu'ils sont sur une base, donc forcément ils sont tous là pour quelque chose de précis. Voilà. Et on a aussi un double huis clos, à nouveau deux. Oui. C'est-à-dire ils sont enfermés à l'intérieur de la base, qui elle-même se trouve dans l'Antarctique. Donc il y a un lieu fermé, quoique très vaste, mais un lieu fermé lui aussi. Et avec la double peine, quoi, j'ai envie de dire, ils peuvent pas sortir de la base parce qu'ils pourraient pas survivre à l'extérieur. Et ils n'ont aucun intérêt de sortir de l'extérieur et de rejoindre la civilisation, comme tu l'as fait remarquer. Bah, c'est pas qu'ils ont aucun intérêt. Enfin, j'imagine que si ça arrivait vraiment, forcément, au milieu de ces gens, il y en aurait un ou deux qui diraient, mais je m'en fiche, je me casse, quoi. Alors, ils pouvaient pas vraiment parce qu'on les avait coupés, ils étaient coupés du monde, je crois. Tout à fait, ils n'avaient aucun moyen de... C'est quand même tous des nobles américains, jusqu'à ce que... Alors, parce qu'après, il y a quand même toute cette notion et qui devient, en fait, j'aime bien, il y a vraiment cette montée en tension quand même. Avec la paranoïa, en fait. Au fur et à mesure, ces personnages qui se... Parce que c'est vrai qu'au début, et c'est surtout, je trouve, pour ma part, très très lié aux descriptions physiques des personnages qui sont... la première description physique, au début, j'ai dit, ah ouais, quand même. Puis quand j'ai vu qu'à chaque fois, c'était tous... c'est tous Arnold Schwarzenegger, quoi. Ils ont des mains... alors je disais à Thierry l'autre jour, je soupçonne une part d'homo-érotisme là-dedans. Parce qu'ils ont tous le torse velu et des mains puissantes. C'est tous des baraques. Les trucs sont tous décrits comme ça, quoi. Tu sais, il y a le petit scientifique. Mais non, le scientifique, il est maigrelet. T'as le petit scientifique maigrelet. C'est normal, c'est un scientifique. Voilà. Je veux dire, on peut pas tout faire. On fait du sport ou on va à l'école, ok? Et tous les autres, c'est des masses. Et du coup, tu te dis quand même, c'est un peu curieux et il insiste beaucoup là-dessus. Puis en fait, il y a vraiment au fur et à mesure de la nouvelle cette montée paranoïaque et c'est très intelligemment écrit, quoi, parce qu'on arrive au bout d'un moment, effectivement, on est rentré dans ce truc et on en oublie cette caractérisation physique de ces personnages qui était effectivement très très caricaturale. Et on rentre dans effectivement une sorte de confusion avec eux, quoi. On est dans cette confusion paranoïaque. Oui. Ah pardon, excuse-moi. Vas-y. Ok, juste pour dire que ce parti pris de caractérisation permet, parce qu'ils sont quand même nombreux dans la base, et ça permet tout au long de la lecture aux lecteurs de s'y retrouver parfaitement qui est qui. Ah ouais, toi t'arrives à reconnaître entre le mec qui a des paluches qui font la taille d'une tête et... J'ai fait abstraction de ce détail, Max. J'ai fait abstraction de ce détail. Ils étaient quand même assez différents. Ah oui. Peut-être baraque, il y a un roux et il y a un blond et il y a un brun, quoi. Mais ils sont tous balèzes. Mais par contre, humainement, et là où j'ai trouvé vraiment que ça pêchait, c'est que donc quand il y a l'espèce de monstre qui arrive congelé, ils sont tous là, non, on va pas le garder, sauf Blair qui est là, si, on va l'étudier, c'est trop bien, sauf que personne veut laisser ce truc la nuit sans surveillance, donc il y en a un qui est désigné pour le surveiller. Donc nous on commence à s'attacher à ce pauvre gars qui se retrouve à surveiller, on se dit lui va se faire bouffer dès les premières pages, tu vois. Et finalement non, sauf que quand il commence à se rendre compte que cette espèce d'alien peut prendre possession des gens, etc. Et ils soupçonnent tous entre eux. Et le premier qui est soupçonné, c'est celui qui était censé le surveiller parce qu'il était le plus près. Donc vraiment, je trouve ce personnage est très présent. Et spoiler alerte, il meurt à la fin. Le gars, il meurt en une ligne.
alors que c'est un personnage auquel on s'était attaché, on est d'accord. Oui, mais effectivement, encore une fois, je crois que c'est limite pas le propos. Enfin, après, le final est aussi très abrupt. Hein. On arrive sur un truc où oui, il en avait marre lui-même de sa nouvelle, il s'est dit allez hop. Je sais pas s'il en avait marre, mais encore une fois, je pense qu'on est quand même dans ce truc où effectivement on est dans une écriture, on va de A à B, je veux dire de A à B, je sais pas si c'est la bonne... Madame l'auteur... de A à Z, je sais pas. Ouais, de A à Z. Du début à la fin. D'un point A à un point B, c'est ça que tu cherchais. Voilà, c'est ça. Et voilà, et bon, on est quand même sur non par la grâce de Dieu qui de toute évidence entend bien, même ici, avec une demi-heure de marge, on a gardé notre monde et les planètes du système solaire en prime. Boum, voilà, c'est fini, le monde est sauvé, alléluia, tout va bien. On sait pas vraiment si le monde est sauvé, il n'y a pas un oiseau là qui passe, il y a un albatros qui est présent dans le film aussi. Dans le film, il y a autre chose, mais il n'y a pas besoin de l'albatros dans le film. Mais quand même, voilà, derrière, il y a encore une interrogation et il y a vraiment un non par la grâce de Dieu. Oui, il faut une happy end. Ouais. Donc, mes chers amis, avez-vous quelque chose à ajouter concernant le bouquin, la nouvelle ? Je pense vraiment que c'est à lire parce que c'est court, ça permet d'entrer éventuellement. Alors moi, je lis assez peu de science-fiction et ça permet quand même d'entrer dans la science-fiction et vraiment, faut pas se laisser effrayer par le fait que ce soit une œuvre plutôt ancienne parce qu'elle se lit vraiment très bien. Elle est racontée de manière très moderne. La même chose que Delphine, avec une petite précision peut-être. Préférez la nouvelle traduction parue au Bélial. C'est la plus facile à trouver déjà, mais si vous avez chez vous Le ciel est mort, le recueil de nouvelles, disons que la traduction ne rend pas vraiment honneur à la prose de Campbell. Donc, privilégiez la nouvelle traduction. Alors, je trouve que cette nouvelle a l'avantage d'être effectivement de la science-fiction, mais c'est de la science-fiction à échelle humaine. On est sur de la science-fiction... Alors, Thierry, t'es quand même beaucoup plus calé que moi là-dessus, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On n'est pas, je vais dire sur le hard-boiled, c'est pour le polar, mais on n'est pas sur de la science-fiction. De la hard science. Oui, voilà. La hard science, c'est un courant plutôt récent de la science-fiction qui fait passer la science avant les personnages. Voilà, et là, même si effectivement, comme on l'a dit plus tôt, on peut pas dire que les personnages soient obligatoirement et une psychologie extraordinairement construite, on reste quand même dans quelque chose d'humain et d'assez proche de nous. Et donc, il y a une implication de cette arrivée de la science-fiction qui est très abordable, quoi. Donc, c'est là où je te rejoins entièrement, Delphine. Je pense que pour aller vers la science-fiction, c'est pas mal. Et puis, effectivement, c'est un texte pour entre guillemets, de la SF à papa, qui est pas du tout... qui est pas du tout SF à papa, quoi. On est sur quelque chose qui est très très moderne. Tout à fait. C'est un texte de l'époque de la SF à papa, mais qui s'en démarque remarquablement. C'est magnifique. On va donc passer à notre seconde partie. Oui, seconde, pourquoi est-ce que j'ai écrit 3 ? Je sais pas, parce que c'est le bazar dans mes notes. Et donc, on va envoyer un petit jingle. Maintenant qu'on a parlé du livre ou de la nouvelle, ou on s'en fiche de l'œuvre littéraire, comme on a tendance à dire dans notre magnifique podcast, nous allons aborder le sujet de son adaptation cinématographique. Thierry, peux-tu nous donner ton avis sur ce film ? Alors, sur la base de ma première vision du film, c'est quelque chose, moi aussi, qui m'avait beaucoup marqué. Alors, parce que pour les rares apparitions de métamorphose de la bête, il y en a pas de la chose, pardon. Il y en a pas beaucoup. Il y en a plus que dans le livre. Il y en a plus que dans le livre, tout à fait. Dans le livre, mais en fait, il y en a pas tant que ça. Voilà, finalement, non. Voilà. Autant dans la nouvelle, on est dans de la SF horrifique. Autant dans le film, on n'est pas dans le film d'horreur, quoi. Genre, c'est pas le but de Carpenter. Il me semble de montrer des images chocs de transformation. Je suis pas d'accord. Ça se discute. On en parlera. On en parlera. En tout cas, moi, c'est vrai qu'à la revoyure, si je peux m'exprimer comme ça, en revoyant le film récemment, j'ai pas été
plus impressionné. Là, vraiment, j'ai pas sursauté sur mon siège, quoi. Oui, je veux dire. Dans ce sens-là, d'accord. Voilà. Sinon, ton avis, c'est bien ou pas? Ouais. Ah bon, pardon, parce que j'ai cru qu'il fallait étayer son avis. Non, il faut faire court. Faut faire court. C'est génial. J'ai adoré ce film et puis j'ai vraiment, ça me ferait rien de le revoir à nouveau la semaine prochaine, quoi. Alors, rien que pour embêter Delphine, Terry, tu l'as vu ce film? Je l'ai vu, mais ça doit faire 15 ans que je l'ai pas vu. Je l'ai vu dans mon adolescence. Et alors? À l'époque, ouais, franchement, je l'ai vu, j'avais, je crois, 12-13 ans, sincèrement. Ah oui. Ouais, non mais j'ai commencé tôt les films d'horreur, malheureusement. Je trouvais le synopsis génial, je trouvais l'ambiance géniale, la neige et tout. C'est Pas obligé de te curer le pif au-dessus de mon ordinateur. Je me gratte la moustache, mon cher. Et non, rien qu'à l'époque, il m'avait marqué. Et c'est vrai qu'il faudrait que je le revoie, mais je garde un excellent souvenir parce que il a réussi à me faire peur, quoi. Voilà. Et du coup, je sais plus du tout où j'en suis. On était sur nos avis et en fait, c'était ton tour. Du coup, je me rappelle pas du tout de la première fois où j'ai vu ce film. Je l'ai vu, j'en suis sûre, mais je crois que c'est à une époque où je regardais beaucoup de films d'horreur, donc il m'avait pas plus marqué que ça au moment où je l'ai regardé. What? Ouais, je sais. Je me rappelle l'avoir apprécié, mais je me rappelle pas avoir eu peur ou je l'ai pas regardé en boucle, quoi. En revanche, j'ai eu un petit problème pour le revisionner, un petit problème technique tout pourri. Je l'ai acheté en français sans faire exprès. Du coup, j'étais vraiment dégoûtée de le voir en français. Je l'ai vu, c'était en VHS. Oui, forcément. Mais aujourd'hui, regarder des trucs en français, ça fait un peu mal. Bizarre. Et j'ai trouvé que c'était pas si mal. Alors peut-être parce que c'est un film des années 80 et que les films des années 80, je les regarde en français aussi quand j'étais ado et du coup. Après, il y a une espèce de réalité sur le doublage au cinéma, c'est qu'en France, ça part vraiment en cacahuète à partir du début des années 2000. D'accord. Et c'est très lié en fait au fait que les sociétés de doublage mettaient plus d'argent du tout, de moins en moins en fait, ont mis de moins en moins d'argent pour faire le doublage. Parce que les gens regardent de plus en plus la VO peut-être aussi. Je pense qu'il y a de ça et en fait juste qu'il faut, ça va vous faire plaisir, c'est le capitalisme. Il faut juste que ça rapporte le plus et donc en fait payer trop de frais de doublage à un moment ça n'a plus d'intérêt, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu trouves des doublages mais c'est monstrueux, quoi. C'est limite t'as un gars pour faire 4 voix. Enfin on se croirait dans des... C'est une horreur. Bref, excuse-moi. Bref, tout ça pour dire que je l'ai revu en français et en plus en 2 fois parce que je l'ai commencé, j'ai été coupée, donc j'ai regardé la suite le lendemain. Franchement, c'était des conditions déplorables, mais ça reste un très grand film et c'était vraiment très chouette de le revoir. J'ai trouvé que, effectivement, comme a dit Thierry, il n'y a pas d'effet, ça fait pas peur aujourd'hui quand tu le revois adulte, ça vieillit. Mais c'est pas devenu ringard, c'est pas devenu un nanar, quoi. Ça a très bien vieilli. Même les effets spéciaux, je les ai trouvés vraiment cool si tu les remets dans le... Plaisir. Si tu les remets dans le contexte. Ouais, et franchement, je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a des images de synthèse bien plus dégueulasses que... Désolé pour le mot dégueulasse, mais il y a des images de... Mais tu l'as vu, c'était quoi, une VOD? Oui, je l'ai regardé sur YouTube, je crois. Je l'ai acheté sur YouTube, je l'ai loué sur YouTube. Pourquoi il y avait meilleure qualité? De toute façon, j'ai fait n'importe quoi quand je l'ai... Alors, moi, j'ai la chance, en fait, d'avoir acheté il y a pas longtemps le Blu-ray 4K. Je ne l'avais jamais vu dans cette qualité. Ah ouais. Du coup, maintenant, j'ai le DVD, le Blu-ray. Bon, la VHS, je l'ai plus, mais j'ai un DVD, un Blu-ray. Le super fan. Et le Blu-ray 4K. Non, je l'avais jamais vu dans cette qualité. Et du coup, les effets spéciaux, mais je te jure, il y a des trucs. Ils sont impressionnants. Tu te demandes comment ils les ont fait, on est d'accord. Hallucinant. Déjà, ils avaient un génie pour s'en occuper. Apparemment. Ils avaient un génie pour faire la lumière et un mec pas trop mauvais pour filmer. Donc, un génie aussi. Voilà. Il y a quand même une belle équipe de gens derrière ce film. Donc, je suis d'accord avec toi, même si d'ordinaire, quand j'entends le terme génie sans bouillir... Tu penses à toi, c'est ça? Oui. Non, c'était pour caser génie sans bouillir. Génie, je l'ai pas. Voilà, c'est ça. Je l'ai pas. C'est une marque de lessive. Ah, ça y est. Ça y est, il l'a faite. Il nous l'a placé. Il l'a foiré. On a applaudi la vanne foireuse du podcast. On rappelle à nos chers auditeurs que Thierry a pour challenge d'en faire une à chaque fois.
Et de la foirer. Challenge qu'il s'est imposé tout seul. Oui, c'est une bonne précision. N'est-ce pas? Oui, on lui a pas demandé, parce que sinon ça serait pas drôle. Mais voilà. Donc nos avis sont donnés, on a même déjà commencé à dériver un peu. Est-ce qu'il vous paraît nécessaire de faire un résumé? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une énorme différence entre le résumé qu'on a pu faire pour la nouvelle et l'histoire du film? Il y en a des différences. Il y en a des différences. On peut début, peut-être notamment. caler les différences, le début mais voilà. même la manière, il y a plusieurs choses, mais effectivement, on peut peut-être parler des différences plutôt que Alors donc ça, on en de parlera vraiment après. résumer Voilà. le film. Le film. Donc moi, je pense qu'on partira un peu là-dessus plutôt, parce qu'effectivement, c'est quand C'est même la plutôt même fidèle. histoire Oui, tout à fait. au final. Considéré aujourd'hui comme étant le chef-d'œuvre de son auteur, selon l'idée très française qu'un film appartient à un auteur, The Thing est présenté par celui-ci comme étant le premier volet de sa trilogie sur l'Apocalypse. Si on peut considérer que c'est logique de par le sujet qui est abordé, il faut aussi comprendre que cette idée va au-delà de l'image. Carpenter a vécu en un sens à cause de The Thing son Apocalypse, et il ne s'en est jamais vraiment remis. John Carpenter est né en 1948 à Carthage, qui est une ville dans l'État de New York. Il naît d'un père professeur de musique et d'une maman qui travaillait à la maison, parce que c'est un travail d'être à la maison, et qui était la cinéphile de la famille. À 4 ans, il découvre au cinéma avec sa maman le film African Queen, et en fait, il est fasciné par le processus. Vers la fin de son adolescence, il va déménager dans le Kentucky avec sa famille, puisque son père trouve un travail à l'université, toujours comme professeur de musique. En fait, c'est quelque chose qui va être très difficilement vécu par Carpenter, parce qu'il va se retrouver dans une communauté beaucoup plus rurale, en fait, et il va être confronté au racisme, au bigotisme, ça se dit, hein, bigotisme, et en fait, ça va lui forger aussi cette identité de maverick de Hollywood, parce que en fait, il déteste ça, quoi. C'est un truc, il est complètement, c'est un homme qui est assez anticonformiste et assez jeune, et le conformisme du Kentucky, ça lui correspond pas du tout. Il rejoint l'USC, donc l'Université de Californie du Sud, après avoir eu l'équivalent de son bac en France, donc pour faire des études de cinéma. En 1970, il fait il fait un film d'études qui s'appelle The Resurrection of Bronco Billy. Alors, il le fait dans le cadre de l'USC, et c'est l'Oscar du meilleur court-métrage. Donc il n'est pas réalisateur sur ce film, mais en gros il est quasiment sur tous les autres postes. En 73, je crois, ou 72, il obtient son diplôme. Non, 73, il obtient son diplôme. Et en 74, il réutilise le film d'études qu'il a fait pour obtenir son diplôme, qui est Dark Star. Donc ils ont fait un premier court-métrage en fait en bénéficiant de la structure de l'USC, et il le transforme en film professionnel. En 76, il écrit le scénario d'un film qui s'appelle Assaut. Et puis en 78, un petit film aussi dont pas grand monde n'a entendu parler, un petit film qui s'appelle Halloween. Halloween est une masterclass, c'est tout. Voilà. Bon, merci Thierry. Ah oui. Bon, ensuite en 1980, The Fog. Et 1981, New York 97. 1982, The Thing. Donc, The Thing, qui est un remake de La chose d'un autre monde. De Howard Hawks. Eh ben non. Ah non, ils étaient deux. Bah non, ils n'étaient pas deux. En fait, il était produit par Howard Hawks, mais il était réalisé par Edward Neiby, Edward Neiby, qui était en fait le monteur de Howard Hawks. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'Howard Hawks a filmé quelques scènes, puisque semblerait-il, Neiby n'était pas un très très grand réalisateur. En 1975, le producteur de la télévision Stuart Cohen, qui est issu lui aussi de l'USC, déjeune avec d'anciens camarades de l'USC, dont Monsieur Carpenter. Ils ont une discussion autour donc du film La chose d'un autre monde. Ils considèrent tous les deux que la nouvelle a quand même été dénaturée, qu'on n'est plus du tout sur le même, on n'est plus sur le même propos.
Donc Cohen va chercher un peu à qui appartiennent les droits d'adaptation du texte. Il va trouver un monsieur qui s'appelle Will Burstar, qui est effectivement un producteur qui a fait d'autres trucs, mais on s'en fout. Et il va s'associer à lui et présenter un projet de remake à 2 autres producteurs. C'est là qu'on rentre dans les bisbilles d'Hollywood, etc., etc. C'est là où le cinéma, c'est toujours un petit peu compliqué, surtout quand on est aux États-Unis. C'est que là, si vous avez bien suivi, on est déjà à 4 producteurs. Alors, ils n'ont pas exactement les mêmes rôles, parce qu'en gros, les 2 premiers possèdent les droits d'adaptation. Les 2 autres, si j'ai bien compris, on va aller leur taper du pognon. Et en fait, l'idée, c'est de partager le magot à la fin. Cohen, qui est quand même un bon copain de Carpenter, insiste pour lui confier la réalisation. Mais à ce moment-là, il est inconnu, en fait. Donc Truman et Foster, qui sont les 2 autres producteurs qui ont été allés chercher, rejettent la proposition et préféreraient un petit monsieur aussi, dont vous avez peut-être entendu parler, un petit monsieur qui s'appelle Toby Hooper, qui a réalisé un petit film en 1974 qui s'appelle Massacre à la tronçonneuse. Vous êtes intime, tu l'appelles Toby, toi ? Ouais, je l'appelle Toby. C'est mon pote. Enfin, maintenant, il est mort, donc je m'en fous. Aucun respect. Non, c'est vrai. De toute façon, il y a des spectres qui traînent dans le coin. Ça va mal finir. Peut-être qu'il est parmi nous. Oula. Ah, je sens un truc qui me gratte dans le dos, là. C'est bizarre. Tant que j'entends un bruit de tronçonneuse. Qui sait faire le bruit de la tronçonneuse ? Un bruit de tronçonneuse. Donc, du coup, Truman et Foster, donc les producteurs qui ont été allés chercher, ils arrivent à décrocher un contrat de développement chez Universal. Donc, un contrat de développement, si vous voulez, c'est effectivement... ça existe, ça, dans les bouquins, non ? En gros, on vous paye à travailler pour créer un projet. On vous donne un an, oui, on vous ça paye un existe, petit peu, mais on vous file un peu de thunes, et pendant ce temps-là, vous développez un script, vous développez un projet. Donc pour le cinéma, ça va être au-delà du script, ça va être effectivement des visuels, ça va être tout un tas de choses, quoi. Du coup, ça se fait dans... Oui, ça s'est fait à une certaine époque. Ça donnait naissance aux séries comme Le Poulpe ou Macno au niveau de la science-fiction. Ok. Et donc, effectivement, ils obtiennent ce contrat de développement chez Universal, mais Larry Cohen, Stuart Cohen, oui, parce qu'il y a aussi un Larry Cohen, c'est un autre, qui est frustré, en fait. Je pense qu'il est juste pas content parce que c'est pas son copain qui bosse dessus, puis peut-être aussi parce que le script de Hooper et Henkel est pas bon. En fait, rejette leurs idées, et même 2 révisions qui font derrière de ce script. La donne change vraiment en 1979, parce qu'en 1979, il y a encore un petit truc qui sort sur les écrans au cinéma, dont je pense que vous n'avez absolument pas entendu parler, parce que vous êtes un culte. Je ne parle pas à vous, chers spectateurs, enfin, chers audio-spectateurs, chers auditeurs, bim, mais je parle aux 3 personnes autour de moi. Donc ce petit film s'appelle Alien, réalisé par monsieur Ridley Scott. Et il y a ça, plus effectivement le fait que le film dont on a parlé avant, Halloween, a donné la chance, puisqu'effectivement Carpenter a fait un film pour très peu cher, avec une rentabilité de fou. Donc à partir de là, les studios, qui sont pas cons, se disent « Ah, mais peut-être que ce petit gars, il arriverait à faire quelque chose avec ce projet. » À ce moment-là, Carpenter, il est engagé sur d'autres projets, en l'occurrence Fog et New York 97. Mais du coup, Cohen en profite pour aller faire réviser le script par Bill Lancaster. Donc Bill Lancaster, c'est le fils de... Burt. Joli. Donc Burt Lancaster... Non, Bill Lancaster arrive. Et en Blur fait... Blur Lancaster. C'est ça. Blur Lancaster. Bill Lancaster arrive, et en fait Bill Lancaster, il est pas con, ce garçon. C'est que il s'attache en fait justement à la paranoïa qui est présente dans la nouvelle d'origine. Il veut vraiment resserrer son intrigue sur ce concept-là, quoi, qui effectivement, on en a parlé dans la nouvelle, c'est quelque chose qui est très important, c'est la paranoïa tout simplement. Et donc du coup, il va éliminer les 37 protagonistes du film d'origine pour en garder que 12.
C'est aussi lui qui est à l'origine de la poursuite d'ouverture, dont on parlera quand on parlera des différences, si on en parle, et qui aussi pense à la nécessité d'apporter une confrontation finale. Donc, suite à cette nouvelle mouture du scénario, un budget de $15 000 US va être, US, logique, hein. Ça pourrait être des dollars canadiens, va être libéré par les studios Universal pour la mise en branle. Je trouve que ça va bien avec une partie du podcast. Là. Putain, il t'en faut peu quand même. Hein. Mise en branle, c'est rigolo quand même. Ouais, mais le pire, c'est que jusqu'ici, tout s'était bien passé. Donc, pour la mise en branle du projet. Enfin, pour la mise en place. Enfin, pour réaliser le projet, quoi. La mise en action. La mise en action. Merci, Delphine. Un monsieur du nom de Rob Bottin va être engagé pour les effets spéciaux et c'est là où je pense qu'on va commencer à dialoguer un peu tous ensemble. Donc Rob Bottin, alors je pourrais vous faire un peu un historique sur Rob Bottin, mais je pense qu'on a déjà bien avancé sur pas mal de détails techniques, donc on va juste parler ensemble vite fait et dire qu'est-ce qu'on pense de ces effets spéciaux. Donc, alors, Rob Bottin fait spécifiquement la créature et les effets qui sont liés à celle-ci. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, aujourd'hui, sachant que c'est un film qui est, on le rappelle, sorti en 82, donc il y a presque 41 ans maintenant. Moi, à la revoyure, comme on l'a dit tout à l'heure, je trouve que ça n'a pas bougé, quoi. C'est un truc quand même assez extraordinaire. Bon, il me regarde avec des yeux de Merlan mais oui, pardon. J'ai cru que tu n'avais pas fini ton monologue. Un petit rire de Delphine, on n'en avait pas eu assez. Ouais, alors qu'elle a un rire si joli, si cristallin, qui sonne aussi bien. Comme c'est méchant. Non, c'est sincère. Je crois que tu te fichais de moi. Mais non, avec Terry, on s'est plusieurs fois fait la réflexion. Quand c'est vrai que dans le montage, on s'est dit, mais il est mignon ce rire. Oui, ça va bien. Oh bah super. Ça change de nos rires lourdeaux. J'ai un rire de sorcière, donc ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir. Merci. Bon, ben voilà. Je prends. Ça c'est fait. Donc oui, les effets spéciaux ont vraiment très bien vieilli, c'est très agréable, enfin ça arrache pas du tout la rétine, c'est très agréable à regarder, même en 2023. Ouais, pareil, impressionnant, Lovecraftien par moment, même. Tout à fait. Et puis, c'est vrai que je me suis pas posé la question, à aucun moment en les voyant, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même des trucs qui ont été faits il y a 40 ans, quoi. Non, on dirait que ça vient de sortir de la boîte, quoi. Alors moi, ça va me permettre d'aborder avec vous, mais on va essayer de faire ça rapidement aussi. Je voudrais parler à nos chers auditeurs de la première fois que personnellement j'ai rencontré Delphine. C'était donc chez Thierry pour une dédicace de ton bouquin. C'est vrai. Et on avait fait ensemble, enfin toi et une artiste, pas plasticienne, bref, on avait fait une petite conférence sur le fantastique, la science-fiction, la littérature, etc. Et il y avait une jeune fille présente dans le public. Une très jeune fille. Une très jeune fille présente dans le public qui nous avait parlé du fait que elle, en gros, rien ne l'impressionnait et qu'elle avait un rapport aux effets spéciaux et à ces choses-là qui était assez pertinent, un peu énervant pour ma part, mais en fait, je pense qu'effectivement il y a un regard sur l'évolution des effets spéciaux qui est très compliqué sans doute pour les générations qui sont nées avec les effets spéciaux visuels, donc ce qu'on appelle les visual effects, on va dire faits par ordinateur, les VFX et pas les SPFX, Special Effects. Donc il y a une grosse différence entre le physique et ce qui est fait par l'ordinateur. Et en fait, moi vraiment, je suis quand même toujours surpris par le fait que sur The Thing, on est vraiment sur des choses qui c'est vraiment du physique, mais dans un sens, je trouve que ces petits défauts, c'est aussi ce qui fait la saveur du truc, quoi. C'est aussi ce qui rajoute de la magie. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Bah oui, c'est ce qui s'appelle bien vieillir, en fait. On voit qu'il y a ce côté un peu vintage, mais c'est super agréable à regarder.
Et en ce sens, il respecte la tonalité de la nouvelle, où comme tu le faisais remarquer en introduction, la chose est très peu décrite. Bon, là on la voit bien, mais ça tourne pas tout le temps autour de on va faire des bons sons d'effets spéciaux et on va en mettre toutes les 15 minutes. Il y a juste ce qu'il faut quand il faut. Oui, et je pense que c'est ça aussi qui fait que le film peut perdurer, c'est qu'on n'est pas du tout sur une surenchère. Terry, toi qui es le plus jeune d'entre nous, même si c'est pas si jeune que ça non plus, t'es quand même pas loin de la trentaine, mais t'es le plus jeune parmi nous. Est-ce que tu as un regard là-dessus sur l'évolution des effets spéciaux et Alors, comme vous le dites si bien, je trouve qu'il y a des films, même aujourd'hui, qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre, mais qui ont mieux vieilli que d'autres, on va dire. Franchement, vu que là on parle de The Thing, c'est certain que The Thing, même si ça fait très longtemps que je l'avais pas vu, il m'a marqué à l'époque, et même quand j'étais jeune, je me remettais dans le contexte de l'époque, tout comme Alien que j'ai vu très tard, mais voilà, pour rester un peu dans le thème, mais c'est des films, je trouve que point de vue mise en scène, ambiance sonore, etc. ou autre, c'était vraiment limite en avance sur son temps, quoi, je trouve. Clairement, le travail de Rob Bottin était un mec qui avait en fait un imaginaire et en fait il a inventé des techniques aussi, c'est ça qu'il faut bien voir. Il a expérimenté des choses qui n'avaient pas encore été faites, tout en reprenant des techniques des anciens. Je crois qu'à l'époque, qu'il avait même pas 25 ans. C'était un gamin. Et c'était un acharné. Faut voir que Rob Bottin, quand il est sorti du tournage de The Thing, en fait pendant 2 mois je crois, il bouffait que des barres chocolatées et il buvait du coca et il bossait. À la fin du tournage, il a fini à l'hôpital, quoi. Tu m'étonnes. Sa prise de sang à lui, elle devait pas être très bonne. Non. Et alors Rob Bottin, je vous invite à regarder sur internet. Vous tapez son nom et vous cherchez une photo de sa tête. C'est juste. Le mec, il a l'air trop sympa. Je voudrais trop boire une bière avec ce type, quoi. Il a l'air trop cool. Il a une dégaine, c'est génial. Et il a l'air super cool. Voilà, c'est tout. Rob Bottin, je te connais pas, mais t'as l'air trop cool. Petite dédicace. Voilà, spéciale dédicace à Rob Bottin. Alors ça, on va passer parce que ça c'est du temps. Si un petit truc quand même sur les décors du film. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Qui ont été conçus par un monsieur qui s'appelle John Lloyd, qui est venu proposer en fait son aide sur le projet, parce qu'il a lu le script, il a vu que ça se travaillait dans les studios Universal. John Lloyd, c'est pas un mec qui a eu une carrière extraordinaire, mais qui en l'occurrence a fait sur The Thing, je pense, des décors qui sont très Après, le décor est assez minimaliste, oui. Et je pense que c'est encore sur cette économie qu'ils ont joué, et c'est ça qui fonctionne. Pas en faire trop pour faire bien ce qu'ils font, quoi. Exactement, oui, mais c'est ça. Oui. En revanche, moi, quelque chose qui m'a beaucoup dérangé dans le film, c'est que ils sont dans un pays où il fait très, 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 très froid, et quand les gars sont dehors, moi, j'ai pas l'impression qu'ils ont froid. D'accord, ok. Après, tu vois, quand Kurt Russell, donc MacReady, il arrive après avoir été enfermé dehors, qu'il a la gueule toute couverte de givre et tout, machin, et qu'il est là en train de crever à moitié avec son lance-flamme pour se tenir chaud et tout, je trouve que ça rend assez bien, quoi. Mais c'est vrai que c'est... Oui, après, c'est ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité aussi au cinéma. Il y a toujours une part d'un moment, tu laisses effectivement ton je dirais, peut-être ton cerveau de côté et tu suis le récit, quoi. C'est quelque chose que Thierry sait très bien faire, ça, mettre son cerveau de côté. Où je l'ai mis? Je crois que tu l'as laissé en haut. Alors, avez-vous remarqué qu'il n'y a que des hommes dans ce film? Oh oui, mais dans le livre aussi. C'est pas faux. Mais c'est parce que c'est des scientifiques, il faut être intelligent pour être scientifique. Alors, Carpenter l'a expliqué en ce sens que en fait, ça permettait d'éviter toute histoire, toute la possibilité d'un récit parallèle qui serait un récit amoureux ou quelque chose comme ça. Parce que les hommes entre eux, ça peut pas tomber amoureux. Alors, il y a ça. Non, mais c'est là où, en fait, dans un sens, il y a effectivement la question de la remise en contexte. C'est-à-dire que à l'époque, on ne se posait pas la question.
Mais d'ailleurs, aujourd'hui, on a même encore du mal. Et à l'époque, mais je dirais même avant ça, c'est que à l'époque, en fait, on pouvait même pas imaginer qu'il y ait un personnage féminin sans qu'il y ait obligatoirement une histoire d'amour avec le personnage féminin. Et puis je pense qu'au-delà de ça, alors dans les années 80, je sais pas, mais quand le livre est sorti en 38, effectivement, je suis pas sûre qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient envoyées sur les bases. Oui, non, mais ça, oui, par rapport au livre, effectivement, ça me semble assez logique. Et moi personnellement, j'y vois aussi un côté que je trouve pas inintéressant, parce qu'en fait, pour moi, il y a une espèce d'allégorie là-dessus, parce qu'en fait, il y a une espèce d'allégorie là-dedans, c'est qu'en fait, on est dans un territoire dit stérile et qu'on est entouré d'hommes, et qu'en fait, voilà, il y a quelque chose, effectivement, la chose, elle s'auto-reproduit. Oui. Et en fait, on est entouré que d'hommes seuls. Et moi, j'ai toujours vu ce qu'on appelle all male cast comme ayant un sens par rapport à ça, à ce que je vous disais, le territoire stérile, le fait de la chose qui s'auto-reproduit, et des hommes qui sont des hommes et qui ne peuvent pas eux s'auto-reproduire. Bref, c'était une petite réflexion. Ils peuvent faire d'autres choses, mais ils ne se reproduiront pas. Mais comme c'est des scientifiques, avec l'aide de la science, peut-être que... Mais c'est vachement moins mis en avant dans le film. En fait, dans le film, au final, t'as que 3 personnages qui sont vraiment présentés comme étant des scientifiques. Après, t'as 2 pilotes d'hélico, un maître chien, 2 cuistots. Les trucs sont le chef de la station, qui chargé un peu de la loi, etc. On est quand même vachement moins sur ce truc d'expédition scientifique. On a même des questions. On peut même se poser, je trouve, la question des fois. Mais que font-ils dans la neige? Des vacances au ski qui ont mal tourné. Quand tu vois Macready au début qui est en train de picoler. Mais c'est ça, en fait, ils font que boire en plus. Ils boivent, ils fument des herbes de Provence en se matant des vieilles VHS de Géopardy en boucle. Il y a un truc qui est très très rigolo, quoi. Une espèce de garçonnière perdue au fond de l'Antarctique. De temps en temps, ils doivent croiser un ours blanc, on sait pas ce qui se passe et on veut pas savoir. Bon, bref, je vais juste parler un peu et vous demander votre point de vue sur la mise en scène, en fait, mais je pense que vous l'avez déjà donné, ne serait-ce que par rapport au fait que on s'emmerde pas, quoi. On est sur des scènes où en fait ça tout coule, tout roule, et il y a du rythme. Pour le coup, ça ressemble au livre, en fait, où ça s'enchaîne et il n'y a pas vraiment de temps mort. C'est vrai. Il y a des et notamment lui, Carpenter, il citait quand même que en fait, il avait en plus cette difficulté de devoir expliquer au public le processus de vie et de reproduction de la chose. Et ça, c'est des choses qui, pareil, sont expliquées dans ces longues scènes de dialogue, avec des plans plus ou moins sur chaque personnage, avec des plans sur plusieurs personnages à la fois. Et en fait, c'est très très étonnant, quoi. Encore une fois, on s'ennuie pas et on comprend. Je trouve que là, pour le coup, il y a une différence avec le livre où on est pas mal dans du verbiage scientifique. Oui. Bah moi, je comprends pas toujours ce qu'il a écrit dans le bouquin. Ah non, mais moi aussi, dans le livre, d'ailleurs, je l'avais noté, c'est tellement scientifique. Donc, en même temps, ça apporte une forme de crédibilité, parce que comme on comprend pas, on se dit, bah, ça doit être vachement intelligent, ce qu'il dit. Mais c'est vrai que ça nous perd un peu, et dans le film, c'est moins chiant, en fait. C'est hyper resserré, c'est hyper simplifié, et en fait, et puis, pareil, je pense qu'à un moment, de la même manière qu'avec la créature, en fait, il fait juste ce qu'il faut. Ouais. Oui. Il y a quand même quelques petits, ce qu'on appelle les cheap tricks. Hein, un petit chien sauteur, je sais pas si vous vous souvenez, un petit truc fait pour faire sursauter, où là on est vraiment sur du cinéma encore 80s, une petite scène de chien sauteur, une petite silhouette qui passe dans le champ, il y a ces petits trucs aussi qui sont là. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut sembler un peu vieillot et tout, mais en fait c'est pareil, c'est des petites césures qui mettent du rythme. On est dans des choses, faut que j'arrête de faire ça, non? Ça te fait chier, hein? Non, on n'entend pas trop. Non, c'est vrai, bon. Ça va, ouais. Là, tu peux là, faire, on l'entend, là. Et en fait, ça peut paraître un peu kitschou, mais en fait, au milieu d'une réalisation qui est très sobre, qui va être faite souvent de mouvements de caméra qui sont presque imperceptibles, l'accompagnement du chien dans les couloirs, des choses comme ça. Voilà. Et en fait, de temps en temps, il met ces petites, ces brusques montées.
effectivement un peu old school, mais qui fonctionne très bien. Je reviens pas sur l'éclairage de Dean Cundey, si ce n'est que... je reviens pas, mais je peux pas m'en empêcher, je reviens. Donc Dean Cundey, c'est quelqu'un qui fait la lumière de The Thing, qui en est à sa 4e collaboration avec 4e ou 3e 4e collaboration avec John Carpenter. Juste pour venir vous dire, c'est le monsieur qui fera la lumière de Jurassic Park, de Retour vers le futur, de Roger Rabbit, et je vous en cite pas d'autres, parce que j'ai noté que cela. Je vais passer juste là-dessus. Ouais, parler aussi quand même... putain, j'ai trop de choses à dire en fait. Tac. Non, allez, on va juste finir là-dessus. Parce que on finit sur 2 choses. Je voudrais aborder, entre guillemets, ce que je vais appeler le caractère sérieux de ce film et ce qui lui a porté préjudice. C'est un film qui, en fait, n'a pas d'ironie. C'est un film qui est très noir. Il y a quasiment, il y a pas de blague. Ouais, il y a pas d'espoir. Il y a pas d'espoir. Les personnages ne parlent pas comme des héros de cinéma. Il y a cette paranoïa, cette angoisse, ce machin. C'est des êtres humains, des vrais. Il y a un truc qui est très intelligent, qu'on perçoit pas obligatoirement. Par exemple, en fait, dans le film, il y a seuls les responsables du groupe qui tuent un être humain non infecté. Au tout début du film, c'est le chef de la station, Hugh Calligan, qui va tuer l'un des Norvégiens, dont on saura plus tard qu'il était non infecté. Et il y a Macready qui va tuer Clark, le maître chien, dont on apprend aussi qu'il est non infecté. Et c'est à chaque fois quand ils sont dans des positions dominantes de responsables, de responsables du groupe. Parce qu'en fait, il y a un vrai jeu à chaque fois de prendre la responsabilité du groupe. Et à chaque fois qu'ils sont en position de responsable, ça les amène à commettre des choses un peu irréparables. C'est pareil, pour moi, ça a du sens. Il y a quelque chose derrière ça. La dernière chose qui est beaucoup qui est ressortie par les gens qui avaient un peu de jugeote à l'époque, c'est que Carpenter n'avait pas à citer plus tard, c'est qu'en fait il avait fait un vrai parallèle avec le SIDA, puisqu'on est en plein dans les idées, on est en plein dans les années SIDA, et le principe du test sanguin. Le sida qu'on appelait encore à l'époque le cancer des gays. Et en fait, voilà, c'est pareil. Il y a quelque chose avec ça, quoi. Il y a quand même quelques critiques qui ont eu l'intelligence de percevoir ça dans ce film. De voir qu'il avait ou pas. La fameuse paranoïa qui ressort. Parce qu'en fait, la peur d'être contaminé, on ne sait pas comment. Exactement. Et en fait, Carpenter, il parle énormément de son époque à travers ce film. On est dans les années Reagan. Reagan, il a été élu 2 ans avant. Et en fait, il y a un vrai parallèle avec ça. Et c'est pas pour rien que le film, il va se ramasser une volée de bois vert. Ouh, c'est joli cette expression. Une volée de bois vert. Il y a des critiques qui vont le traiter de pornographe. Il va avoir le Razzie Awards 1983. Vous savez ce que c'est les Razzie Awards ? C'est les faux Césars, quoi. Les trucs les plus mauvais, machin. Pour la pire musique de film, quoi. Ennio Morricone. En plus, le pauvre Ennio, John Carpenter l'avait fait chier parce qu'il était parti sur une compo à la Morricone, tu vois. Même s'il est capable de faire des trucs assez simples et tout, mais il était parti plutôt sur un truc. Carpenter, il dit, non, mais tu me fais 2-3 notes, machin. Toum, toum. Ouais. Tu dis ça à Ennio Morricone, quoi. Faut en avoir quand même. Oui. Tu vas apprendre. Donc, on va faire notre petit point box-office pour finir. On va faire notre petit point box-office, dont on a l'habitude. Et je vais commencer ce petit point box-office par faire un petit erratum sur notre premier épisode, puisque je vous avais dit que dans notre premier épisode, que sur le box-office France de 1982, le premier film en France était effectivement L'As des As. Mais en fait, j'avais pas regardé un site qui donnait des bonnes infos. Et en fait, j'avais que les films français. Donc en fait, L'As des As se situe en 2e. Parce qu'en fait, le premier en 1982, qui c'est ?
Buffing. Je viens de dire que le film s'était pris une volée de bois vert, t'écoutes pas toi hein. Aux États-Unis. Alien alors? Non, 79. 79 E.T. Téléphone, maison. Oh, E.T. Eh oui, et c'est pour ça Un autre film d'extraterrestre, voilà, c'est on dingue. n'est pas le même genre d'extraterrestre. Non, il est gentil, E.T. Et voilà. Et en fait, Ça, on ne sait pas, c'est que la version officielle. C'est vrai, ouais. Avec C'est son vrai qu'il gros doigt, là, comme ça. traîne beaucoup avec des enfants. Oui, aussi, ouais. Et tout, quand même, c'est des... Vous avez dit pornographie? Non, mais c'est en fait c'est pareil. Je vous parlais de l'époque et de l'ère Reagan, etc. Et en fait, on était vraiment sur cette espèce de, bah voilà, l'Amérique ne voulait plus de méchants extraterrestres. L'Amérique et le monde, Oui. hein, on était. Oui, mais en même temps, c'est dur parce que c'est des, ces acteurs là, quand je dis acteurs au sens large, donc John Carpenter, ils ont grandi pendant la guerre froide. Oui, bien sûr. Donc ouais, cette histoire d'invasion, cette Oui. paranoïa de Ah, mais c'est l'invasion, complètement- c'est dans leur, c'est tu vois, c'est dans leur sang, c'est quoi. dans leur exactement. Et Dans la SF littéraire, au tout début, les envahisseurs venaient de Mars, la planète rouge. Ah, et oui. Non, mais... Ah bah oui. ouais. Ah bah oui. On sait ce que ça veut dire. Ça Donc va, communiste. effectivement, The Thing, 500 en France, 562 478 entrées. C'est moins que Le Choc, les amis. Non. Ah mais si. Mais en Ah, fait, mais il y avait pas Alain fait, Delon. En fait, moi, j'ai regardé donc là, je suis allé enfin prendre une bonne source. Je vous la cite, c'est Sens Critique. Après, donc, Haïti. Bon, il y a l'As des As dont on a déjà parlé. En 6e, il y a La Boom, quand même. La Boom, il fait quand même... La Boom 2, pardon. Il fait quand même 4 071 000... blablabla, entrées. En 6e position, donc. En 8e position, comme quoi les Français ont un petit peu de goût, on a Mad Max 2. 3 625 481 entrées. Année difficile, hein, il faut bien voir aussi, parce qu'on avait quand même aussi qui sortait Pink Floyd The Wall, Blade Runner. Ah bah oui. Un four aussi, hein, Blade Runner. Oui, ça se ramassait. Conan le Barbare. Moi, je pensais que c'était sorti qu'à la télé, ça. Il aurait dû. Conan le Barbare. Oh putain. Je sais pas si je vais continuer ce podcast avec ces gens, moi. Bon, un très grand film. Le Choc, avec Alain Delon. Une beauté. N'est-ce pas? Ah ouais. Alain Delon, je veux dire. Ah, Alain Delon jeune. Est-ce qu'on se fait une petite conclusion, les amis? Moi, je veux bien ajouter quelque chose sur l'introduction, parce que du coup, on n'a pas vraiment parlé des différences entre le livre et le film, donc je la fais rapide. Mais dans le livre, ils trouvent en fait la chose gelée qu'ils ramènent chez eux. Dans le film, c'est des Norvégiens dans un hélicoptère qui poursuivent un chien. Pour l'abattre en fait, et quand ils arrivent sur la base des Américains, les Américains pensent juste que ces deux Norvégiens qui parlent norvégien sont complètement fous. Bref, ils se tirent dessus, voilà, ça commence à l'américaine. Voilà. Et en fait, c'est le chien qui est déjà contaminé parce que la chose a été récupérée par les Norvégiens. Alors, j'ai trouvé que c'était une intro vraiment géniale pour le film pour deux raisons. La première, c'est que justement, ça permettait de pas avoir le visuel de la chose qui aurait peut-être très mal vieilli pour le coup et fait quelque chose de kitsch, hein, avec ses 3 yeux rouges et ses cheveux comme des vers blancs là. Et en plus, il y a ce côté invasion dont on parlait. Le mal vient de l'extérieur. Le mal vient de l'étranger, de la langue qu'on ne comprend pas. Et finalement, ben non, en fait. Le mal vient d'encore plus loin. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une très belle mise en... forte, hein, cette moi, j'aurais pas dit mieux. Donc voilà, je voulais ajouter ça sur cette introduction que j'ai trouvé vraiment très chouette. Thierry? Que dire après ça? Non, elle nous non, mais bravo. Et si, il y a la référence à Alien aussi, qui est sympa quand il y a le ventre qui explose. C'est clairement une référence à Alien, non? Alors, je pense pas, je le vois pas comme ça personnellement. Je pense que c'est plus non là, c'est un doppel machin là. Doppelganger. Ouais. La bête, elle va vraiment, la chose va vraiment, oui, elle fait un double. Elle va rester elle-même, mais elle va reproduire. Ok. À oui, l'identique, je suis d'accord, mais il y avait ce côté visuel qui aussi, m'a vraiment rappelé la scène d'Alien que j'ai vue beaucoup trop tôt d'ailleurs. Alors, pour le coup, je dirais ce qui est rigolo, mais je vois ce que tu veux dire, et en même temps, je dirais que dans Alien, ce qui est marrant, c'est que c'est quelque chose qui sort
du corps, alors là, que là, oui, en fait, là, le il y a corps une s'ouvre espèce et de c'est fusion. le mec qui se retrouve avec les bras dedans pour se les faire arracher. Et on est sur, mais oui, après, il y a cet imaginaire de toute façon J'ai trouvé que visuellement, tu vois, il y avait un petit, mais peut-être pas. Ouais. Après, et si je commence à partir là-dessus, on est mort. Bon, on va passer à la suite et on va envoyer un petit jingle. Mes amis, avez-vous des recommandations ? Oui. Delphine, honneur aux dames. Oh, merci. Du coup, j'ai 2 recommandations. Désolée, je sais, il en faut qu'une, mais je vais les faire très vite. Ça va ? Je t'en voudrais pas parce que j'ai une double recommandation. Ah aussi. Bon, ça va. La première, c'est La première, c'est un YouTuber. Alors, je le connais assez peu, mais je suis tombée plusieurs fois sur lui. Son pseudonyme, c'est D'Étoiles et des Poils. Et il parle de cinéma, mais il parle aussi de jeux vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc, moi, c'est surtout sur le cinéma que je l'ai repéré. Et il a notamment fait une longue vidéo de presque 1 heure sur The Thing. Donc, je vous la conseille si vous ne l'avez pas déjà vue. Et sinon, je voulais vous conseiller un livre que j'ai lu il y a pas longtemps, là, il y a 15 jours. C'est Le cas Victor Sommer de Vincent Delarue aux éditions L'Archipel. C'est vraiment génial. C'est l'histoire d'un type qui voit son psy. C'est un peu bizarre. On sent qu'il est sous l'emprise de sa mère. Et c'est vraiment... Ça me rappelle quelque chose. Moi, j'ai écrit à Vincent Delarue, donc à l'auteur, après avoir lu son livre, en lui disant, j'ai vraiment eu l'impression de lire Norman Bates raconté par Amélie Nothomb. Psy, influence de sa mère. Ah, tu pensais à mon roman? Non, là pour le coup vraiment c'est plus ce que je viens de citer et c'est vraiment un très très chouette livre et au moment où vous écouterez ce podcast, le deuxième roman, je dirais août-septembre, le deuxième podcast, n'importe quoi, le deuxième roman de Vincent Delarue sera sorti et c'est Les Pyromanes, toujours chez l'Archipel. Ok, Thierry. On va rester chez l'Archipel. Ah, je me demande qui tu vas citer. Parce que, oui, là, sur la recommandation de Delphine, je vous recommande... Attends, tu fais une recommandation d'une recommandation ? Delphine m'a recommandé de lire une auteure, Christelle Duchamp. C'est ça, hein ? Oui. Je ne me trompe pas. Et j'ai été vraiment bluffé par chacun de ses bouquins. J'en ai eu 3 sur les 4 qu'elle a publiés actuellement. Mais vraiment une mention très, très spéciale pour Le sang des Belasco. C'est mon préféré aussi. Il est superbe. C'est vraiment un livre hors norme. Inratable. Et puisque tout le monde en est à 2 recommandations, lisez le dernier, Olivier Bard-Cabusson. C'est un roman qui parle de cinéma. Alors, c'est tout à fait normal de le recommander ici. Et ça s'appelle Hollywood s'en va en guerre. Terry, par le plus grand des hasards, est-ce que toi, tu as un truc à nous recommander ? Alors là, comme ça, non. Mais pour rester dans le cinéma, je peux vous conseiller une chaîne YouTube, comme Delphine, qui est vraiment bien, qui s'appelle TFTC, Tales from the Click. Précisément, c'est 4 lettres, voilà. Mais je recommande fortement. C'est un grand passionné de cinéma qui parle autant de films, de réalisateurs, d'acteurs, et voilà. C'est vraiment très très bien aussi. Merci Thierry. Et moi je vais aussi vous faire une double recommandation, mais qui n'est pas vraiment une double recommandation, puisque je veux vous parler d'une maison d'édition qui s'appelle Comics Initiative. Donc Comics avec un K, qui est une... je m'y connais pas assez, mais je dirais petite ou moyenne maison d'édition qui édite de la bande dessinée principale. Que de la BD. Ils font vraiment des très belles choses et grâce à eux, j'ai découvert un comics américain underground qui s'appelle Love and Rockets des frères Hernandez. Et du coup, en fait, c'est juste de la très 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 grande bande dessinée, un graphisme génial, en plus on voit l'évolution. Donc c'est des mecs qui ont commencé dans les années 80, qui continuent de raconter
les histoires des personnages, de ces mêmes personnages. Donc on vieillit avec eux, on grandit avec eux, on les voit évoluer, on voit les parents partir, on voit les enfants mûrir, et c'est des histoires qui sont d'une humanité, c'est formidable. Donc voilà, je vous recommande vraiment Love and Rockets des frères Hernandez. À l'heure où je vous parle, il y a effectivement un troisième appel à... comment on appelle ça, merde, financement participatif. Un troisième financement participatif pour les tomes 5-6 qui est en cours, mais de toute façon, à l'heure où on publiera, ça sera fini. Mais vous pouvez quand même trouver tous les autres tomes chez Comics Initiative sur leur site et plein d'autres choses. Sur ce, dans le prochain épisode, qu'est-ce qu'on se tape déjà C'est ton choix, donc tu devrais t'en rappeler. Une histoire d'écrevisses qui chante. On est super chaud, puisqu'on va faire là où chantent les écrevisses. Les amis, je m'excuse d'avance, mais en même temps, je sais pas. Ça se trouve, ça va être bien. Parce qu'en vrai, aucun de nous quatre connaît. Tu connais, toi, Terry? Non, voilà. En vrai, aucun de nous. J'ai jamais entendu une écrevisse chanter. Aucun de nous connaît. Tu vas découvrir la description de son chant. Voilà, donc ça sera très très bien. On vous remercie de partager le podcast, en fait, parce que du coup, pour le faire écouter à un maximum de gens, pour qu'on existe et pour qu'on continue d'exister. Parce que on aime bien faire ça entre nous, hein, mais si c'est juste pour le faire entre nous, c'est moins sympa. On peut le faire au bar, du coup, sans micro. En fait, non, mais partager, parce qu'en fait, nous, on fait ça pour partager, pour vous partager nos passions, notre plaisir et tout ça. Et en fait, on espère que ça vous plaît. Et du coup, partagez, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on pourra continuer d'avancer. On vous remercie dans tous les cas de nous avoir écoutés. On vous remercie de nous écouter, de nous avoir écoutés, de nous faire écouter. Mes amis, je vous remercie d'être là une fois de plus avec moi. Terry, je te remercie beaucoup de t'être joint à nous. C'était très chouette, Terry. Merci à vous. Désolé, je suis pas autant passionné et cultivé que vous, mais c'est un vrai plaisir. Parce qu'on est très intelligent, tu sais, c'est difficile d'être à notre niveau. Tu veux dire qu'il est très con ou... Elle a pas tort. Voilà. Non, Terry, c'était un vrai bonheur. Pour moi aussi. Merci pour tout ton travail. Oui, merci. Parce que voilà. Vous êtes trop gentil. Merci encore. Et pour tout... passer une... C'est quoi ma formule déjà là? C'était quoi? C'est passer une très bonne journée, une bonne soirée ou tout simplement une très bonne fin de journée. Ouais, du coup c'était merdique parce que je disais 2 fois journée. Tu peux dire bonne nuit. Donc aussi. En fait, écoutez... Passez une très bonne journée. Passez une très bonne journée, une très bonne nuit, une très bonne soirée. Bye bye. Bye.